Des poissons? Pourquoi des poissons? Parce que j'avais demandé des boissons aussi. Ah, des boissons. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer cette séance du Conseil municipal et donc je demande aux élus de s'asseoir autour de cette grande table. Donc je vais commencer par faire l'appel. Jean-Paul Gendron, présent. Malika Yebri. Présent. Moussa Diarra. Présent. Elina Corvin. Abdoulaye Sangaré. Françoise Courtin. Joël Motil. Présent. Alexandra Wisniewski. En retard. Régis Sisselman. Cécile Escobar. Éric Nicolet. Béatrice Marcussi. Michel Mazard. Josiane Carpentier. Jean-Luc Roch. Awa Fofana. Thierry Thibault. Sana Seitouli. Dominique Lefebvre. Présent. Ketty Rollin a donné pouvoir à Françoise Courtin. Marc Denis. Keltoum Rochdi. Hervé Chabert. Marie-Françoise Arouet. Rachid Bouche. Claire Beugnot. Nadia Yaghi. Nadia Atroubi-Safsaf. Bruno Stary. Dominique Lecoq. Arounadia. Radia Leroul. Maxime Kajadjanian. Anne Levaillant. Thierry Sibud. Tatiana Priez. Mohamed Traoré. En retard. Rébi Amélie. Armand Payette. Sandra Marta. Jacques Vasseur. Marie-Annick Pau. Mohamed Beril. Marie Pomadère. Jean Mauclair. Alors je propose comme secrétaire de séance Françoise Courtin. Donc tout le monde a eu l'ordre du jour. Je vous propose de passer les délibérations les unes après les autres, puisqu'elles font l'objet normalement d'interventions de l'ensemble des groupes composant cette assemblée. Première délibération, indemnité des élus. Donc comme vous le savez, il y a mis en place une indemnité pour les élus. Chacun des élus ayant une délégation de fonction par arrêté municipal bénéficie de cette indemnité. L'enveloppe indemnitaire globale s'élève à 636 685 €. Ce que vous est proposé ici, c'est de n'utiliser que 75% de cette enveloppe indemnitaire et vous avez après la répartition des taux en fonction des élus. Vous avez donc différents niveaux, maire, premier adjoint, deuxième adjoint, conseiller délégué avec 2 délégations et conseiller délégué avec une seule délégation. Donc je propose que on puisse voter ces indemnités de fonction. Y a-t-il une intervention? Armand Payette. Oui, merci. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à toutes et tous. Lors du dernier conseil municipal qui a permis aux conseillers municipaux d'élire le maire, vous avez indiqué que l'une des décisions que vous prendriez dans les prochaines semaines serait celle de proposer aux membres de cette assemblée une charte éthique. Cette charte éthique, on n'en doute pas, permettra de fluidifier les débats, permettra également que l'ensemble des décisions qui sont prises et qui seront prises dans cette assemblée le soient dans des conditions qui soient bien entendu respectables et enfin qui permettent à l'ensemble de celles et ceux qui participent au vote de comprendre
ce pourquoi ils font ce vote, que ce soit pour, abstention, contre, ou qu'ils ne prennent pas part au vote. Malheureusement, malgré le discours que vous avez tenu, la première délibération, toute première, qui est proposée au vote de cette nouvelle mandature, comprend le strict minimum des informations qui devraient figurer dans ce genre de délibération. Donc, pour définir ce qui sera 75% de 636 685 €, que sont les indemnités que se partagent les élus de la majorité, nous avons en tout et pour tout 3 lignes dans l'objet du dossier, qui consistent à dire, dans la limite des taux maxima et conformément aux dispositions du CGCT, le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux. Le librement, d'abord, est une formulation qui est sujette à caution, puisqu'en réalité, l'article qui est cité plus loin dans la délibération qui nous est soumise fixe des seuils maximaux qui ne peuvent pas être dépassés, et ces seuils maximaux ne sont pas rappelés dans la délibération que vous soumettez aux voix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous indiquez dans cette délibération des taux d'indemnité, 120% pour le maire, 55,24% pour la première adjointe, 40,01% pour la deuxième, etc., etc., sans préciser à quoi s'applique ce taux. Et à aucun moment dans la délibération qui nous est proposée au vote ce soir, on sait quelle est la référence. Alors évidemment, pour ceux qui font du droit, ou pour ceux qui n'en ont pas fait mais qui lisent le Code général des collectivités territoriales, ou tout simplement ceux qui vont chercher de l'information sur Internet, on voit vaguement ce à quoi il est fait référence, ou l'indice 1015 de la fonction publique, ou l'indice majoré 821. Mais ce n'est qu'après moult recherches qu'on finit par trouver à quoi s'appliquent les taux qui sont proposés au vote des conseillers municipaux. Alors, personne ne doute autour de cette table que les élus de la majorité ont été informés précisément de la façon dont les taux maximaux sont déterminés, d'une part, qu'il s'agit d'une stratification par population, d'autre part, que le maire normalement ne peut pas dépasser 110% du taux maximum, que les adjoints normalement ne peuvent pas dépasser 44% du taux qui est proposé, mais qu'enfin, bon an, mal an, on réussit toujours à déterminer des seuils et des seuils maximaux et d'autres dérogations à la loi qui permettent finalement que le maire soit à 120% plutôt que 110 et que la première adjointe soit à 55 plutôt que 44. Mais nous réitérons, et je réitère le message selon lequel, si la charte éthique que vous souhaitez proposer au conseil municipal est bien l'idée que vous souhaitez développer dans ce conseil et dans cette mandature, alors il ne faut pas attendre que cette charte éthique soit proposée dans cette assemblée, lue et décidée, pour mettre en œuvre ce que vous voulez faire, mais il faut l'appliquer dès la première délibération en informant les membres de cette assemblée précisément dans le texte et dans l'explication que vous en donnez de quoi il en retourne. Donc cette délibération sur la forme ne convient absolument pas au minimum que des conseillers municipaux sont en droit d'attendre dans cette assemblée. Évidemment, les conseillers municipaux de la minorité ne sont pas du tout satisfaits de cette rédaction. Je ne doute pas que de votre côté, ces informations-là sont calculées, explicitées, ce qui permet aux maires d'obtenir une indemnité mensuelle de 4 500 € et des poussières, à la première adjointe une indemnité qui tourne autour de 2 000 € et des poussières, à la troisième 1 500 € et des poussières, etc., etc. Ça, c'est un élément de forme. Il y a ensuite des éléments de fond qui sont pour nous cruciaux et qu'il est indispensable de rappeler dans cette assemblée, toujours en lien avec l'éthique dont vous vous êtes paré lors du premier conseil municipal de cette nouvelle mandature. Il y a donc une semaine maintenant, la France a changé de Premier ministre et mercredi dernier, le nouveau Premier ministre a rappelé les engagements qui étaient ceux du Président de la République et qui consistaient à faire des économies. 50 milliards d'euros qui doivent être économisés. On n'a pas bien compris encore comment est-ce qu'on allait réussir à économiser 50 milliards d'euros d'une part et à baisser les charges et cotisations d'autre part, mais enfin, le temps viendra où ceux qui sont en charge de ces questions l'expliqueront. En revanche, ce qui est certain, puisque ça a été rappelé, on ne doute pas que ce sera fait,
à l'avenir. Ce qui est certain, c'est que les dotations aux collectivités locales vont diminuer, ont diminué de 1,5 milliard d'euros en 2014, 800 000 euros en moins pour Cergy en DGF et 300 000 euros en moins en volume net. Elles baisseront encore d'1,5 milliard d'euros l'année prochaine et elles baisseront enfin de 10 milliards d'euros jusqu'en 2017. Cela représente pour l'ensemble des collectivités locales un effort majeur qu'elles n'ont jamais eu à faire jusqu'à présent, alors même que les collectivités locales ne génèrent rien dans le déficit de la France. Mais qu'importe, puisque c'est la volonté du Premier ministre, alors il faut s'y soumettre. Il faut se soumettre donc à cette réduction de 10 milliards d'euros des dotations aux collectivités locales. Cette réduction de 10 milliards d'euros des dotations aux collectivités locales ne sera pas sans impact sur la façon dont les finances de la ville seront conduites. Quand on somme ce que Cergy va perdre cette année, plus qu'elle perdra l'année prochaine, plus qu'elle perdra jusqu'en 2017, au titre de la contribution à l'effort national, la ville de Cergy va finir par perdre près de 2,5 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature. Premier point. Deuxième point, avec la réforme des rythmes scolaires qui a été imposée par le gouvernement, dont vous partagez un certain nombre de points de vue, voire tous. Il a été évoqué dans cette Assemblée en décembre dernier, c'était un autre conseil municipal, mais bon an, mal an, c'était la même direction qui était affichée, que le coût net pour la ville de Cergy serait aux alentours d'1 million d'euros. Et donc, sur les 6 ans qui nous séparent de la fin de ce mandat, il y a un manque à gagner pour la ville de 6 millions d'euros qu'il faut donc rajouter aux 2,5 millions d'euros de dotation en moins que l'État va distribuer aux collectivités locales et à celles de Cergy en particulier. Et donc on se retrouve sans que vous n'ayez pris pour le moment encore aucune décision budgétaire ou financière, avec un déficit conséquent pour la ville de Cergy, puisque sans avoir pris encore aucune décision pour le moment, il vous manque 8,5 millions d'euros. Alors, nous avions fait une proposition très simple pendant la campagne des élections municipales, et j'y viens. Mais si votre idée, c'est de dire ce que vous avez fait dans un long laïus à une chaîne locale d'information, que vous n'augmenteriez pas les impôts, sauf si les conditions nationales vous y obligez, mais que vous n'avez pas l'intention de le faire, même si vous ne pensiez que ce n'était pas nécessaire, tout en considérant qu'après tout, peut-être que vous le feriez. Bon. Personne n'a compris ce que vous souhaitiez dire à ce moment-là. Mais mettons que votre idée était de dire que vous ne souhaiteriez pas augmenter les impôts. Alors, puisqu'il vous manque aujourd'hui 8,5 millions d'euros, il vous faut faire des économies. Et donc, je reviens à la proposition que nous avions faite pendant la campagne des élections municipales. Elle consiste, pour donner l'exemple, à réduire de 35% l'enveloppe d'indemnité des élus, non pas sur la base des taux maximums qui sont applicables en l'espèce et qui donneraient à la fin une enveloppe de 636 685 euros, mais plutôt sur la base des 450 ou 480 000 euros qui sont distribués chaque année depuis 6 ans aux élus de la majorité, pour aboutir à une enveloppe qui tournerait autour de 300 000 euros. Les 150 000 euros ainsi économisés viendraient abonder les économies que la ville de Cergy devrait faire pour éviter enfin ou qu'il y ait diminution de la qualité ou du nombre de services publics ouverts dans la ville, ou augmentation des impôts, puisque c'était l'engagement que nous prenions. Engagement qu'évidemment vous pourriez considérer comme nul et non avenu, puisque nous avons perdu. C'est une réalité. Nous avons perdu, certes, mais nous avons perdu, comme vous le savez, et vous avez vu les chiffres comme nous, dans une fourchette qui est relativement restreinte, à 51% pour vous, 49% pour nous. Et donc, vous ne pouvez pas nier le fait qu'un Cergy-Sois sur deux, presque, ait considéré que les propositions que nous formulions étaient en adéquation avec ce qu'ils attendaient, et donc que la réduction de l'enveloppe d'indemnité des élus que nous proposons serait tout à fait justifiée pour éviter, encore une fois, je le répète, ou l'augmentation des impôts, ou la diminution du nombre et de la qualité des services publics offerts aux Cergy-Sois. Ce qui me permet d'en venir au troisième point, qui est pour nous essentiel, puisque le maître mot de votre discours était l'éthique. C'est quels sont les moyens qui seront finalement proposés aux élus
de la minorité. Pourquoi je pose cette question? Parce que là encore, dans le programme que nous avions proposé au Cergy-Sois, nous prenions l'engagement, en effet, de diminuer l'enveloppe d'indemnité des élus de 35% pour la faire passer de 450 à 300 000 euros, grosso modo. Mais nous prenions également l'engagement que dans ces 300 000 euros qui auraient été alloués aux élus, eh bien, elles ne soient pas réservées seulement aux élus de la majorité, mais elles soient également, pour une partie de cette enveloppe, également distribuées aux élus de la minorité, parce que nous avons la conviction que lorsqu'on est élu de la ville de Cergy et des villes de façon générale, que l'on soit membre de la majorité ou membre de l'opposition, on a des droits et on a des devoirs. Et pour pouvoir être pleinement engagé dans la ville, pour pouvoir faire pleinement son travail de conseiller municipal, pour pouvoir être à l'écoute permanente des citoyens, eh bien, il faut un certain nombre de moyens qui sont votés ce soir pour les élus de la majorité, qui sont refusés à ceux de l'opposition. Et de façon plus générale, nous ne savons pas aujourd'hui quels seront les outils qui seront mis à la disposition de l'équipe d'opposition pour mener à bien ce mandat qui leur a été confié par 7305 Cergy-Sois. Je vous remercie d'avance des réponses constructives que vous voudrez bien nous apporter. Merci, M. Payette, de cette longue intervention de plus d'1 quart d'heure. Je vais dire 3 points. Premier point, les Cergy-Sois ont élu la liste Cergy Rassemblée et le programme de Cergy Rassemblée. Et ça, c'est extrêmement clair. Deuxième point, moi je suis comme Manuel Valls, je suis pour la suppression du Conseil général le plus tôt possible. Puisque finalement, quand on commence à parler de coûts, il est clair que le millefeuille territorial dont tout le monde se plaint, y compris les rapporteurs qui étaient à la fois de gauche et de droite, ont dit qu'il fallait simplifier notre carte administrative. Je trouve que les propositions qui ont été faites par le Premier ministre vont en ce sens, et si je ne me trompe pas, l'économie potentielle de cette évolution se situe à hauteur de 10 milliards d'euros. Donc, moi, je pense que ces réformes-là sont des bonnes réformes pour la France et que si on pouvait même en avancer certaines, j'en serais très heureux. Troisième point, sur les indemnités et surtout sur les possibilités pour les conseillers d'opposition. Les conseillers d'opposition ont ici, comme vous le savez tous, et notamment des locaux, vont avoir même, parce qu'on va, si vous en êtes d'accord, arrêter de gaspiller du papier et disposer d'iPad qui permettra à chacun de pouvoir disposer de l'ensemble des délibérations du conseil municipal. Troisième point, on droit également à la formation, et bien évidemment, chaque élu de l'opposition peut se former, et je pense que c'est nécessaire notamment quand on est un nouvel élu, y compris de l'opposition. Donc il y a des dispositifs qui sont mis en ce sens, et qui permettront à chacun d'exercer son mandat dans sa plénitude. Sur l'indemnité, je pense que les choses sont très claires. L'indemnité est liée à une délégation. L'opposition n'ayant pas de délégation, il n'y a pas lieu d'avoir d'indemnité. C'est un principe qui est extrêmement clair à la ville de Cergy depuis plusieurs mandats, et ce principe-là est respecté. Je propose de passer au vote. Donc, M. Sibieux. Oui, Monsieur le maire, puisque vous avez évoqué la question de la suppression du Conseil général et que les deux élus au Conseil général de Cergy se trouvent présents dans la salle, l'un pouvant s'exprimer, l'autre pas, puisque ne siégeant pas autour de la table mais présents, je voudrais revenir sur 1 ou 2 points que vous avez évoqués. Il est indiscutable qu'une simplification de l'organisation territoriale est nécessaire en France. Il est non moins discutable que pour pouvoir gérer des collectivités dans de bonnes conditions, il est important de savoir dans quel cadre on s'inscrit. Je vous rappelle à cet égard que le 16 décembre 2010, la loi
porté par le gouvernement Fillon, avait supprimé ce qu'on appelle la clause de compétence générale des collectivités territoriales et du Conseil général notamment. La loi de la compétence générale, mesdames, messieurs, c'est quoi? C'est un outil et c'est une clause qui permet à une collectivité territoriale de s'intéresser à toute chose et à toute question qui concerne à un titre ou à un autre l'habitant d'un territoire dont la collectivité ou l'assemblée délibérative a la charge. C'est ce qui permet donc, par exemple, à la région Île-de-France de subventionner les 40 ans de la mort de Salvador Allende parce qu'une association de l'Île-de-France a produit un film sur cette question et comme le francilien est la personne qui a produit ce film, la région Île-de-France peut lui attribuer de l'argent. En 2013, au mois de mai 2013, le gouvernement Ayrault a rétabli la clause de compétence générale. C'était le 17 mai 2013, avec une nouvelle organisation pour la représentation territoriale, avec la mise en place de binômes, à la suite d'un long travail parlementaire mené par la majorité actuelle, avec comme ministre de l'Intérieur le Premier ministre actuel, qui a donc comme ministre des collectivités territoriales, parce que, je le dis également pour le public, le ministère qui a la charge des collectivités territoriales, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur a porté et soutenu une loi qui rétablissait la compétence générale, la clause de compétence générale, laquelle clause de compétence générale a été rétablie au nom de l'importance de chacune des institutions. Et là aujourd'hui, qu'entend-on? Le Premier ministre annonce dans son discours de politique générale que cette clause de compétence générale va être de nouveau supprimée. Il annonce la division par 2 du nombre de régions et la suppression des conseils généraux. Alors il est moins rapide que vous, monsieur le maire, il est moins pressé que vous d'en finir pour 2021. Alors 2021, il se sera quand même passé des élections régionales, 2015, ce sera passé des élections présidentielles, 2017, des élections législatives dont on ne sait pas quand elles auront lieu, puisque le président de la République a un droit de dissolution, et donc on pourrait imaginer qu'il dissolve fin 2015. Ce sera passé des élections municipales en 2020. Vous savez comme moi, et nous en avons eu l'illustration aujourd'hui, que des élections municipales peuvent avoir des retentissements forts sur le plan national, puisque nous avons changé de Premier ministre, pas beaucoup de ministres, hein, mais nous avons changé de Premier ministre à la suite des élections municipales. Donc, venir parler de la suppression du Conseil général maintenant, quand on sait que le Conseil général est l'instance qui est en charge de toutes les affaires sociales, de toutes les allocations individuelles de solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Conseil général, nous versons 550 millions d'euros au titre du RSA, revenu de solidarité active, au titre de la prestation de compensation du handicap, et puis au titre de l'allocation pour l'autonomie. Venir dire maintenant, en pleine séance du Conseil municipal, que vous êtes contre la présence d'un Conseil général est assez paradoxal. Dommage que vous ne l'ayez pas dit pendant votre campagne électorale. Un petit rappel, dans les dotations globales de fonctionnement, le Conseil du Val d'Oise de l'État reçoit aujourd'hui 11 euros par habitant. La Seine-Saint-Denis, 55 euros. Je sais que ce que je raconte n'intéresse pas beaucoup le maire, alors je vais juste attendre un petit peu, voilà, qu'il ait fini son conciliabule avec son directeur général. 55 euros, ce qui fait un facteur 5. Et la Corrèze reçoit 108 euros par habitant et par an au titre des dotations. Alors tout ça, vous irez l'expliquer aux fonctionnaires du Conseil général, ils sont 4000 qui seront absolument enchantés de savoir que le nouveau maire de Cergy a décidé et est favorable à la suppression d'une part de l'institution qui les emploie et d'autre part eh bien, de leur poste, parce que les 10 milliards d'euros, c'est quoi? C'est les salaires des fonctionnaires du Conseil général. C'est les salaires des fonctionnaires, par exemple, de la maison départementale des personnes handicapées. C'est les salaires de tous les services sociaux départementaux. Donc je trouve assez étonnant que vous veniez introduire dans notre échange cette question, alors même qu'il est évident, et je viens de rappeler la chronologie des faits depuis le 16 décembre 2010, que ce gouvernement navigue à vue sur les collectivités territoriales, que le principe d'attribution des fonds est parfaitement opaque et parfaitement injuste au regard de la situation du département, parce que quand le département du Val d'Oise ne reçoit que 11 euros, qui est pénalisé? Les Cergissois, mais aussi les Gargeois, mais aussi les habitants de Villiers-le-Bel, mais aussi tous les habitants de l'Est du département, dont la sociologie, dont les caractéristiques de vie ne sont pas si différentes de celles des habitants de la Seine-Saint-Denis, par exemple. Donc il me semblait nécessaire d'apporter ces précisions, d'abord à vos collègues, puisque vous avez dit que
un certain nombre d'entre eux étaient de nouveaux élus et qu'ils n'ont peut-être pas suivi absolument toute l'actualité de la vie parlementaire et des réformes institutionnelles. J'ajoute que, puisque vous parlez du Conseil général, au Conseil général, les élus de l'opposition, quel que soit le département en France, n'ont pas de délégation, et pourtant, ils ont des indemnités qui leur permettent d'assumer, au même titre que les élus de la majorité, leur fonction d'élu, les éventuelles indemnités complémentaires étant versées aux membres de la commission permanente et aux vice-présidents. Donc, l'idée de indemniser des élus de l'opposition qui, de toute façon, devront engager de leur temps, engager de leur énergie au service de la collectivité, aurait été un signe positif de rupture de votre gestion avec celle qui présidait lors du précédent mandat, dont vous avez assuré un 6e, et elle eût été une bonne façon de marquer dans les faits votre souhait d'une charte éthique que nous attendons évidemment avec grande impatience, puisque là aussi nous espérons une rupture certaine dans la capacité d'exprimer un désaccord. La capacité d'exprimer un désaccord sans pour autant être paré de tous les malheurs et de tous les maux du monde. Simplement, ne pas être d'accord pour une opposition n'est pas quelque chose qui devrait être si exceptionnel. Je vous remercie. Alors, juste quelques rectificatifs. Parce que, bien évidemment, lorsque le Premier ministre s'est exprimé sur la suppression, alors c'est pas le Conseil général, puisque maintenant on parle de Conseil départemental, non pas des services et des politiques publiques, mais des instances politiques. Et voilà, donc c'est ça qui a été précisé, et que tout le débat qui devra avoir lieu au cours de ce mandat, c'est de dire, ces politiques publiques, est-ce qu'elles doivent aller à la région, toutes? Est-ce qu'elles doivent aller à la communauté agglomération, ou au groupement de communes, toutes, ou une répartition entre les unes et les autres? Premier point. Deuxième point, qui me semble être important, c'est sur l'intervention du Conseil général à la ville de Cergy. 2010, 1,1 million de subventions de fonctionnement à la ville et aux associations de Cergy. 2014, 0. Ça, c'est la réalité chiffrée qu'on a dénoncée année après année lors de la présentation du budget de chaque année. Et malheureusement, nous constatons que c'est la situation telle qu'elle est. Et ça, je pense que c'est un point important. Autre point, comme vous le savez, lorsque aujourd'hui Cergy-Pontoise font des investissements structurants nécessaires au développement de la ville et de l'agglomération, le Conseil général a décidé de ne pas y participer. Je ne sais pas ce qu'a fait Cergy et Cergy-Pontoise au Conseil général, mais je pense que véritablement, le fait d'avoir 0 en subvention et quasiment maintenant 0 lorsqu'on a des projets structurants portés par la communauté agglomération, notamment Arenais, 0. Monsieur Sibel, je ne vous ai pas coupé, d'accord? C'est pas le contre-vérité. Arenais, c'est 0. 0 en investissement. 0 en investissement. Voilà. C'est extrêmement clair, et là-dessus, vous le savez bien, la position, et en termes de subvention, c'est 0 également. 0. Donc, on est bien dans cette situation-là. Donc, on voit bien qu'on est dans une situation aujourd'hui de blocage, et moi j'appelle de mes voeux que le Conseil général appuie l'ensemble des projets de Cergy et de Cergy-Pontoise pour qu'on puisse enfin avoir une réelle coopération dans ces projets-là. Je propose maintenant de passer au vote. Qui est contre? L'opposition est contre. Qui s'abstient? Personne. La majorité est pour. Je propose maintenant de passer chacune des délégations qui, normalement,
va nous permettre de faire fonctionner à la fois cette municipalité et l'ensemble de ses instances. Donc, première délégation, exposé motif numéro 2, il s'agit d'accorder au maire le pouvoir de prendre des décisions dans tous les domaines énumérés à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc je ne vais pas vous les citer là, mais je crois que vous les avez tous eus, et qui n'apportent pas, à mon avis, de commentaires spécifiques, puisque c'est correspondant à une base légale et conséquences budgétaires 0. Y a-t-il des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est contre? Donc, qui s'abstient? Personne, et majorité pour. Donc, l'opposition étant contre. Les décisions dans tous les domaines énumérés par la loi. Troisième exposé des motifs. Il s'agit de procéder à la création d'une commission de délégation des services publics. Donc, au niveau de la majorité, le maire ou son représentant sera Malika Yebri, les titulaires Elena Corvin, Françoise Courtin, Régis Hitzelman, Josiane Carpentier, en suppléant Céline Escobar, Marie-Françoise Rouet et Roch et Moussa Diarra. Et normalement, l'opposition devait nous donner un membre titulaire et un membre de l'opposition en suppléant. Nous avions donné ces informations, nous demandé ces informations lundi dernier. Donc, quelle est la personne que vous nommez? Alors déjà, c'était mardi, puisque vous aimez les précisions. Nous avons su les informations mardi par mail. Et donc, la demande qui était formulée était pour aujourd'hui. Nous sommes donc bien dans les temps. Donc, je crois qu'il est important aussi de bien respecter la réalité des faits. Le nom doit être donné à ce moment. Donc, le titulaire pour le groupe de l'opposition sera Tatiana Priez et le suppléant sera Jean Mauclair. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Quatrième décision, donc il s'agit là de la création d'une commission d'appel d'offres du jury de concours, élection de ses membres. Donc, président de la commission d'appel d'offres, c'est le maire ou son représentant Bruno Stary, titulaire Malika Yebri, Elina Corvin, Josiane Carpentier, Anne Levaillant, Jean-Luc Roch, Éric Nicolet, Marie-Françoise Auré, Michel Mazard en suppléant. Donc il me faut un membre de l'opposition titulaire, un membre de l'opposition suppléant. Bien, c'est une commission qui est extrêmement importante, puisque c'est la commission qui supervise la façon dont l'argent public est engagé, puisque il y a des seuils qui sont fixés par le Code des marchés publics à 4 000 €, et puis il y a des seuils à 15 000 € qui imposent une mise en concurrence, et donc cette mise en concurrence doit donner lieu à un appel d'offres, ensuite des offres qui sont ouvertes dans la commission et devant la commission, et uniquement devant la commission, et c'est la raison pour laquelle donc des représentants de l'opposition y siègent. Nous n'avons qu'un représentant, puisque la commission d'appel d'offres est la réplique de la composition du conseil municipal. Donc si j'ai bien compris, c'est M. Stary qui sera président de la commission d'appel d'offres, c'est ça? En lieu et place de M. Bertin. Très bien. Donc c'est le maire ou son représentant. Oui, j'ai bien compris. Le maire, non mais j'ai bien compris que le représentant, c'est ça que je me faisais préciser, était M. Bruno Stary. Donc le titulaire pour... mais vous avez tout à fait raison, c'est le maire qui est engagé directement, personnellement, sur cette question. Et donc le titulaire est M. Jean Mauclair, et la suppléante est Mme Tatiana Priez. Pardonnez-moi. Excuse-moi, Tatiana. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je considère unanimité. Donc, création des commissions municipales à caractère permanent. Et si je puis me permettre, ce qui serait bien, c'est que l'opposition soit présente à ces commissions, et notamment celle des commissions des ressources internes, non pas comme le mandat précédent. Donc, il y a 3 commissions.
n'est-ce pas? Donc une première commission qui est la commission des ressources internes, 8 élus du groupe majoritaire et 3 élus du groupe de l'opposition. Je vais lire les 8 élus du groupe majoritaire. Malika Yebdri, Bruno Stary, Michel Mazard, Jean-Luc Roch, Thierry Thibault, Marie-Françoise Arouet, Josiane Carpentier, Marc Denis, et donc il me faudrait 3 noms pour l'opposition dans cette commission. Bien, alors je suggère que le maire s'occupe de gérer sa majorité et que le chef de l'opposition s'occupe de gérer son opposition, et ainsi notre assemblée fonctionnera de façon claire et harmonieuse, si chacun fait bien ce pourquoi il a été désigné. Donc seront membres de cette commission M. Armand Payette, M. Mohamed Beril et moi-même Thierry Sibiud. Oui, dans la charte éthique, il y aura la présence dans les commissions, vous en doutez bien. Donc, décision numéro 6, création d'une commission de la vie sociale et services à la population. Donc, là également, 17 élus du groupe majoritaire, 5 élus du groupe de l'opposition. Je vais... j'ai oublié. Je pense qu'il y a une unanimité pour, bien sûr, la commission ressources internes. Monsieur Sibiud, vous voyez, votre petite réflexion marque très bien que vous avez encore du mal à respecter complètement la tranquillité de cette Assemblée. Décision numéro 6, commission de la vie sociale des services à la population. Donc, création de cette commission, 17 élus du groupe majoritaire, 5 élus du groupe de l'opposition. Donc, je vais désigner les 17 élus du groupe majoritaire: Elina Corvin, Arunadia, Nadia Adroubi Safsaf, Moussa Diarra, Françoise Courtin, Ketty Rollin, Abdoulaye Sangaré, Keltoum Rojdi, Joël Motine, Nadir Gagui, Alexandra Wisniewski, Dominique Lecoq, Claire Beugnot, Maxime Kajadadjian. Je vais y arriver au fur et à mesure, hein, mais les noms arméniens, c'est pas les plus simples à prononcer. Béatrice Marcussi, Awa Fofana, Sana Saïtouli. Et je demande 5 élus du groupe de l'opposition. Bien, pour l'opposition, Mohamed Traoré, Rebia Mili, Jacques Vasseur, Marie-Annick Pau, Isabelle Pomader, et je vous remercie pour le bon fonctionnement de cette Assemblée de ne pas oublier de mettre au vote cette commission. Est-ce que vous pouvez répéter, puisque derrière nous n'avons pas entendu les noms? Merci. Donc redire, Mohamed Traoré, d'accord. Ensuite, Rebia Mili. Rebia Mili. Oui, Madame Mili s'appelle Rebia. Jacques Vasseur. Marie-Annick Pau. Marie-Isabelle Pomader. Merci, je vous propose de passer au vote. Donc je pense que c'est unanimité également. Donc, création d'une commission développement urbain de la gestion urbaine, donc c'est l'édition numéro 7. Donc là, dans cette commission, 8 élus du groupe majoritaire, 3 élus du groupe de l'opposition. Donc je vais désigner les 8 élus du groupe majoritaire: Éric Nicolet, Régis Selman, Anne Levaillant, Cécile Escobar, Dominique Lefebvre, Radia Leroux, Hervé Chabert, Rachid Bouch. Et je vous demanderai les 3 élus du groupe de l'opposition. Alors, avant de vous donner les 3 élus, je vais simplement préciser pour le public et pour nos collègues que la création du développement urbain et de gestion urbaine est la commission qui va connaître des investissements qui seront réalisés sur notre commune. Tout à l'heure, vous avez dit que le Conseil général avait donné 0 ces dernières années en investissement à la commune de Cergy. J'ai sous les yeux, là, et là, même si vous grossissez le document, le contrat qui a été signé entre le Conseil général et la communauté d'agglomération. Dans ce contrat, qui porte pour une somme de 8 406 838,59 €, il y a 2 524 643,76 € de subventions accordées à la commune de Cergy pour les investissements structurants construits sur son territoire. Peut-être vous a-t-il échappé que nous avons par exemple inauguré, ensemble avec le maire de Cergy de l'époque, le gymnase des Touleudes,
Lequel gymnase des Touleuses est un investissement auquel le Conseil général a contribué à hauteur de plus d'1 million d'euros. Donc quand vous dites à la population que nous avons donné 0 pour Aonice, vous avez raison. Parce que le Conseil général considérait que ce n'était pas un investissement prioritaire, parce que le Conseil général continue de considérer que s'il y a de l'argent à dépenser sur le territoire de la commune de Cergy, il est préférable de les orienter vers d'autres types d'équipements que la commune soumettra à son approbation. Mais quand vous dites qu'il y a eu 0 € de subvention et 0 € d'investissement du Conseil général sur le territoire de la ville de Cergy, vous racontez des choses qui sont objectivement fausses. Et donc, il est important de prendre le temps de rétablir cette réalité parce que dans un fonctionnement d'une assemblée harmonieuse, il est important de partir sur des choses vraies. Les 3 membres de la commission de développement urbain et de gestion urbaine, dont je vous serai reconnaissant de me donner l'identité du président s'il a été désigné, seront pour notre liste Tatiana Priez, Sandra Marta, et Jean Mauclair. Donc le président sera Éric Nicolet, et permettez-moi, alors c'est vrai que j'ai été un peu trop vite dans mon propos sur le Conseil général, puisque les investissements tels que vous venez de les citer ont été des investissements dans le cadre du contrat pluriannuel signé avec la gauche, d'accord, très clairement lorsque la gauche était au pouvoir du Conseil général, et qu'à ce jour, nous n'avons aucune nouvelle sur la façon dont, puisque ce contrat s'arrête, comme vous le savez, puisque c'était un contrat pluriannuel, nous n'avons aujourd'hui aucune nouvelle sur la façon dont nous allons travailler avec le Conseil général, mais je ne désespère pas d'avoir les éléments pour pouvoir travailler. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de ce débat ici. Et je propose de vous concentrer non pas sur le Conseil général, mais de vous concentrer sur le Conseil municipal, qui nous permettra comme ça de pouvoir avancer. Dernier point sur le Conseil général, puisque là il y a une inexactitude de votre part. Je vous rappelle que les conseillers généraux sont élus par la population. Il n'y a pas une majorité et une minorité, puisque je vous rappelle qu'Antoine Bonneval, ici présent, a été élu. À l'époque, c'est Dominique Gillot a été élu, et donc à ce titre, il bénéficie bien évidemment des indemnités de représentants de l'ensemble du territoire. Donc je pense que ça aussi, c'est un point à rectifier. Je vous propose de passer maintenant au vote. Donc le vote de l'addition numéro 7, je pense que c'est également unanimité. Alors, numéro 8, élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc les membres au niveau de la majorité seront au nombre de 8. Je vais les citer. Et 2 membres de l'opposition, donc Josiane Carpentier, Lina Corvin, Alexandra Wisniewski, Françoise Courtin, Thierry Thibault, Michel Mazard. Et donc je souhaite avoir 2 noms pour l'opposition. Donc les 2 noms de l'opposition, Jacques Vasseur comme titulaire et Sandra Marta comme suppléante, ou si suppléant il doit y avoir, je ne sais plus si c'est titulaire ou suppléant. C'est 2 titulaires. Ah, c'est 2 titulaires. Alors, Jacques Vasseur et Sandra Marta, 2 titulaires. Merci. Merci. Donc je suppose encore également qu'on est en unanimité. Décision numéro 9, commission consultative des services publics locaux. Donc là, il s'agit de désigner 7 membres selon les modalités suivantes. Le maire ou son représentant qui sera Malika Yebdri. Les titulaires, donc on a au niveau, et un membre de l'opposition titulaire, un membre de l'opposition suppléant. Donc on a Elina Corvin, Françoise Courtin, Régis Lisselman, Josiane Carpentier, et en suppléant Céline Escobar, Marie-Françoise Arouet, Jean-Luc Roch et Moussa Diarra, et donc de me donner les 2 membres de l'opposition, un titulaire, un suppléant. Bon, sauf, il nous semblait avoir lu que vous nous aviez demandé qu'un titulaire, mais on va quand même vous donner un titulaire et un suppléant. Donc le titulaire sera Mohamed Traoré et le suppléant sera Jean Mauclair. Merci. Je suppose là également qu'unanimité pour cette décision.
Décision numéro 10, Conseil d'initiative locale. Donc là, il est demandé au Conseil municipal de créer les conseils consultatifs de quartier désignés conseils d'initiative locale suivants: Haute-Cergy, Axe-Major-Horloge, Coteau, Grand Centre, Auray-du-Bois, Bordoise. Monsieur Armand Payette. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement, donc, lors du dernier conseil municipal, vous aviez décidé de porter le nombre d'adjoints de 13 à 17. Parce que les conseils, parce qu'il y a dans la ville des conseils de quartier, on constate à la lecture de la décision numéro 1 qui a été votée tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre d'adjoints finalement qui ne sont pas en charge des conseils de quartier et vice-versa. Donc c'était l'occasion de se demander finalement à quoi était utile l'augmentation du nombre d'adjoints si ce n'est pas pour s'occuper des conseils de quartier. C'est la première question. La deuxième, si on change de nom, on peut considérer qu'on change d'orientation. Puisqu'il s'appelait Conseil consultatif de quartier, il s'appellerait désormais pour le prochain mandat Conseil d'initiative locale. Or, la délibération qui nous est soumise fait 6 lignes, peut-être un peu plus, 8 lignes, et ne nous dit pas en quoi les nouveaux conseils d'initiative locale seront différents des conseils consultatifs de quartier. Or, il nous semble, et c'est ce que nous n'avons eu de cesse de dire pendant 6 ans et encore très récemment, que les conseils de quartier ou leur équivalent sont des outils extrêmement importants pour faire vivre la démocratie de notre ville et pour avoir une gestion de la collectivité qui soit déconcentrée. Mais apparemment, le propos sur les conseils d'initiative locale intéresse peu Monsieur le maire. Donc, je vais attendre qu'il se réintéresse à ce que nous disons. Donc je disais que pour nous, les conseils d'initiative locale étaient des organes puissants pour la respiration de la démocratie dans notre ville. Il faut se souvenir que lors du dernier mandat, les conseils consultatifs de quartier avaient commencé avec un nombre très important de participants et qu'ils se sont progressivement réduits comme peau de chagrin, tant les membres de ces conseils de quartier avaient estimé que leur action dans ces instances était devenue ou inefficace ou inentendue par ceux qui les présidaient et donc in fine par le maire que vous étiez déjà et que vous êtes toujours. Donc la question qu'on se pose effectivement ce soir, c'est de se dire si, pour vous, comme c'est le cas pour nous, les conseils d'initiative locale sont des instances aussi importantes, pourquoi une délibération aussi simple et pourquoi ne pas aller plus loin dans la définition de ce qu'ils seront, ces conseils, de ce qu'on y fera, et quelles seront leur autonomie pour la gestion, pour la proposition, pour les initiatives, puisque c'est leur nouveau titre, afin que les décisions soient déconcentrées au sein de notre ville. Alexandra Wisniewski. Oui, la proposition de délibération qui est sur la table ce soir ne concerne que la périmétrie des conseils d'initiative locaux, ex-conseils de quartier. Donc il s'agit, avant d'en définir les nouvelles orientations et le fonctionnement, la loi nous impose d'en définir la périmétrie. C'est pour ça que c'est la seule chose qui est proposée ce soir. De toute façon, effectivement, les conseils d'initiative locaux sont, comme vous l'avez constaté, amenés à évoluer et ça se fera évidemment en concertation avec les principaux intéressés. Nous aurons bien sûr une présentation au conseil municipal de l'évolution de ces conseils d'initiative locaux. Monsieur Sibieux. Oui, effectivement, la délibération ne porte que sur la division géographique, mais pour apprécier la pertinence d'une répartition géographique, pourquoi pas 3, pourquoi pas 5, vous en proposez 6, vous auriez pu en proposer 8 ou 12, il est important de savoir quelle est la feuille de route. Donc je ne vois pas pourquoi vous dissociez la délibération sur les périmètres et la délibération sur les présentations. Une fois encore, soit vous nous demandez à chacun blanc ce qu'on ne vous donnera pas, soit vous nous explicitez de façon claire et précise ce pourquoi ces instances sont prévues et créées, et à ce moment-là, on pourra se déterminer de façon tout à fait, en pleine connaissance de cause et de façon tout à fait libre et indépendante. Je propose de passer au vote, donc je suppose votre vote, mais allez-y. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, opposition, majorité pour. Création d'une caisse des écoles. Donc là, il demande au conseil municipal de désigner 2 représentants. Je vous propose Abdoulaye Sangaré et Keltoum Rochdi. Qui est contre?
Qui s'abstient? Opposition s'abstient, majorité pour. Décision numéro 12. Il s'agit de désigner des membres au conseil des écoles. Donc, est-ce que vous voulez que je les cite? D'accord. Bélépine, Kéti Rollin, Bontemps, Malika Yebdri, Chantray. Je ne veux pas les citer juste pour meubler, on vous demande de les citer pour avoir l'information. Donc si vous pouvez nous laisser le temps de noter, ça nous aide. Alors, ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est qu'on vous envoie le document, ce qui vous évitera de noter. Et, je pense que c'est la meilleure des solutions. Donc, d'ici, je pense par mail, vous aurez le document. Je pense qu'on fera des économies de papier. Oui, ce soir ou demain, sans problème. Je vous propose de passer... Oui, Monsieur Payette. Oui, merci. À raison des enjeux qui sont les nôtres et ceux de Cergy, cette année avec la réforme des rythmes scolaires et donc l'importance qu'auront ces conseils d'école, il nous semble utile de faire en sorte que l'information soit la plus transparente possible, que évidemment l'ensemble du corps enseignant et l'ensemble de la communauté éducative et enfin l'ensemble des parents soient informés de ce qui s'y dit et pas seulement ceux qui sont membres des conseils d'école. Et donc nous souhaitons que ces informations-là non seulement soient partagées auprès de l'ensemble des acteurs concernés, mais aussi au sein de ce conseil municipal, de façon à ce que, par exemple, les élus qui sont présents dans ces conseils d'école rapportent au maire adjoint en charge de l'éducation, qui disent ici en conseil municipal ce qui a été indiqué comme information dans ce conseil d'école de façon plus régulière que ce qui a été fait et plus transparente que ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous vous en remercions d'avance. Alors, bien évidemment, il y aura une présentation, puisqu'il y aura un vote en conseil municipal du mois de juin sur l'ensemble du projet éducatif territorial. Pour votre information, nous avions, au mois de janvier, lancé un dispositif pour l'ensemble des écoles de la ville de Cergy, à la fois pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires. La DAZEN, donc l'inspectrice d'académie, nous a refusé le dispositif pour deux écoles qui sont l'école du Nautilus, et je n'y suis vraiment pour rien, et l'école des Lilandes, sous prétexte qu'il n'y avait qu'un seul directeur ou directrice qui gérait à la fois la maternelle et l'élémentaire, et qu'il n'était pas possible de généraliser à l'ensemble des groupes scolaires de la ville de Cergy le dispositif que nous avions prévu et concerté tout le long du mois de l'année 2013. De ce fait, je viens d'écrire au nouveau ministre de l'Éducation pour lui demander de surseoir à cette décision, puisque je considère qu'il y a une rupture d'égalité entre l'ensemble des enfants de Cergy, compte tenu de la position que vient de prendre l'Éducation nationale, et que moi, je regrette de ne pas pouvoir développer tout le projet graines d'orchestre sur ces deux écoles. Je regrette de ne pas pouvoir développer tout le projet d'art numérique sur ces deux écoles et l'ensemble des projets que nous allons faire. Je pense que ça, c'est une rupture de l'égalité, et donc j'ai écrit au ministre et j'ai bien évidemment écrit à la directrice d'académie pour lui dire que je n'étais pas d'accord sur cette proposition, et j'attends bien évidemment les réponses. Par ailleurs, j'ai demandé une réunion avec l'ensemble des parents d'élèves de ces deux écoles pour leur présenter la décision qui a été prise par l'Éducation nationale. Je propose donc maintenant qu'on passe au vote pour les conseils des écoles. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition s'abstient et majorité pour. Décision numéro 13. Désignation des délégués au syndicat intercommunal d'enfouissement des réseaux téléphoniques et électricité de la région de Conflans et de Cergy. Il s'agit là de désigner deux
titulaires et 2 suppléants. Titulaire Bruno Stary, Régis Litzelman, suppléant Éric Nicolet, Marc Denis. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition s'abstient, la majorité est pour. Décision numéro 14, désignation déléguée au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la région de Pontoise. Il s'agit de désigner 3 délégués titulaires auprès du syndicat intercommunal. Je vous propose Bruno Stary, Éric Nicolas et Régis Litzelman, et en supplément Hervé Chabert et Maxime Kaya-Djanian. Je m'améliore. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition s'abstient. Pour la majorité, décision numéro 15. Désignation du délégué de la commune auprès du syndicat mixte pour l'entretien, la protection et l'aménagement des berges de l'Oise. Donc il s'agit là de désigner un titulaire et un suppléant. Je vous propose Régis Litzelman et en suppléant Maxime Kaya-Djanian. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition s'abstient, la majorité est pour. Décision numéro 16, désignation d'un correspondant municipal à la Défense. Donc il s'agit de désigner un correspondant, donc je vous propose Michel Mazard comme correspondant à la Défense. Qui est contre? Qui s'abstient? L'opposition s'abstient, la majorité est pour. Décision numéro 17. Il s'agit de désigner un représentant de la commune au sein du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la SPLA Cergy-Pontoise. Là, il s'agit de désigner un représentant au conseil d'administration. Je vous propose Malika Yebdri. Qui est contre? Oui, monsieur Sibel. J'attendais que vous me donniez la parole. Simplement pour indiquer que nous allons voter contre cette désignation, non pas contre la personne en tant que telle, mais parce que nous sommes depuis toujours hostiles à l'existence de cette structure, qui est une structure qui génère des coûts supplémentaires, dont les déficits sont régulièrement apurés par la ville lorsque les missions de cette société locale d'aménagement ne sont pas suffisantes pour en équilibrer les charges. Et donc, nous demandons que cette organisation soit revue au plus vite. C'est la raison pour laquelle nous votons contre cette désignation. Je me permets 2 commentaires. Le premier commentaire, M. Sibel, si vous assistiez à l'Assemblée spéciale qui a été créée, où le Conseil général doit être représenté, vous n'avez assisté à aucune de ces réunions, n'est-ce pas? Et donc, quand on est donné aucun mandat qui fait que cette structure n'a pu être représentée au conseil d'administration de la société publique locale d'aménagement, ce qui, moi, pose un vrai problème dans le mode de fonctionnement. Le deuxième point, tous ces propos que vous venez de citer sur la situation déficitaire de la société publique locale d'aménagement, situation qui est extrêmement saine, comme vous le savez, puisque reprise maintenant depuis 3 ans, et approuvée à l'unanimité dans ses comptes par l'ensemble des représentants, y compris des représentants de Pontoise, qui sont là à titre d'actionnaires dans cette structure. Alors, donc, qui est contre donc l'opposition? Majorité, qui s'abstient? Personne. La majorité est pour. Conseil municipal numéro 18. Commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, il est demandé au Conseil municipal de créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Monsieur Sibieux. Nous aurions aimé savoir quels étaient les membres supposés ou pressentis de cette commission. Alors non pas avec forcément des noms, mais enfin avoir une idée de ce que serait cette commission dont vous nous demandez l'autorisation de la créer. On est sur la même situation que tout à l'heure. Il s'agit de créer une commission. Après, on discutera bien évidemment de la composition de ses membres. On est sur la création de la structure. Donc, qui est contre? Qui s'abstient?
Qui est pour? Unanimité. Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cergy-Pontoise. Donc, il s'agit d'élection d'un représentant au sein du conseil de surveillance au centre hospitalier de Cergy-Pontoise. Donc, il vous est proposé Françoise Courtin comme représentante de la commune au sein de ce conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Opposition s'abstient. Majorité pour. Décision numéro 20, Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Donc, il est demandé, là encore, au Conseil municipal de créer un Conseil local de sécurité de la prévention et de la délinquance. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, qui est pour? Unanimité. Il s'agit là de d'élire un délégué au syndicat mixte pour la gestion d'une fourrière animale du Val d'Oise. Donc je vous propose en titulaire Michel Mazard, en suppléant Marie-Françoise Arouet. Qui est contre? Qui s'abstient? Opposition s'abstient. Majorité pour. Décision numéro 22, commission locale d'insertion. Donc il s'agit là de désigner un représentant de la commune et son suppléant auprès de cette commission. Titulaire Elina Corvin, suppléant Radia Leroux. Qui est contre? Qui s'abstient? Opposition s'abstient, majorité pour. Il s'agit là maintenant de désigner le représentant de la commune au conseil d'administration de l'association Convergence Emploi Cergy qui met en œuvre le pli. Je propose de désigner Elina Corvin comme représentante de la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc opposition s'abstient, majorité pour. Décision numéro 24. Désignation d'un représentant pour le conseil de discipline de recours. Donc là, il s'agit de désigner un représentant de la ville. Je vous propose de désigner Malika Yebdri. Monsieur Sillen. Oui, je demande le report du vote de cette délibération. Elle est remise sur table et donc nous considérons et je considère que le délai n'a pas été respecté et qu'en conséquence de quoi le Conseil ne peut valablement délibérer sur ce texte. Alors, pour être tout à fait clair, c'est une demande du directeur du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne qu'on a eu cette semaine et qui souhaite réunir son instance le 18 avril. Donc c'est pour cette raison-là que nous l'avons mis sur table. Je pense que nous avons là-dessus, nous avons répondu à cette demande. Si vous considérez que vous êtes... moi je pense que lorsqu'on nous demande ce type de décision, je pense qu'il faut, pour faciliter les dispositifs, mais vous avez bien sûr le droit de faire ce que vous voulez derrière. Donc, alors, décision. Soit vous mettez au vote et on ne prend pas part au vote et on demande le retrait, soit vous ne mettez pas au vote. Donc je mets au vote. Je dis simplement qu'une chose, c'est que vous êtes maire sortant. Vous avez reproché tout à l'heure sur le Conseil général de ne pas savoir ce qui allait se passer pour le contrat pluriannuel qui, je le précise pour les uns et les autres, se termine le 31 décembre 2013. Il était donc assez légitime que le Conseil général et la mairie d'ailleurs attendent le résultat des élections avant de décider ce que seraient à la fois les grands investissements sur le territoire et les modalités de coopération entre les deux institutions. Ça me paraissait assez sage. Donc avoir dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'informations sur le contrat
entre la ville et le département était une forme d'approximation. En l'espèce, cette demande de conseil de discipline de recours, c'est quelque chose qui aurait pu être anticipé, ça ne l'a pas été, et donc nous ne voterons pas. Je vous propose de retirer cette décision pour éviter tout problème. Cela dit, la ville de Cergy ne sera pas représentée dans le cas où il y aurait un tirage au sort qui désignerait la représentante, mais nous la mettrons au prochain conseil municipal. Il n'y a plus de points à l'ordre du jour, donc je vous prie, je vous remercie de cette réunion qui s'est passée dans un calme à peu près serein. J'espère que tout au long de ce mandat, nous aurons des réunions de ce type-là, dans une même durée, et qui permettra à chacun de pouvoir s'exprimer. Je vous propose de passer une très bonne soirée et au prochain conseil municipal qui aura lieu dans un mois environ. Merci à tous.